Mon tour de remercier donc Dr Gauguin pour l'accueil et pour l'organisation, pour tous les efforts qu'elle fournit pour assurer ces formations médicales continues donc à travers le pays et dans diverses spécialités ainsi que son département. Alors, donc je me présente, c'est le professeur Fissah, donc je suis médecin interniste au CHU de Douera. On travaille sur le diabète et sur les troubles digestifs. Aujourd'hui, donc, avec Madame Gougan, donc, on a pensé à ce thème parce qu'évidemment, il est intéressant, de un. De deux, parce qu'il n'est pas très abordé. On connaît les complications rénales, les complications vasculaires du diabète, mais les troubles digestifs, pas trop. Et aussi parce qu'on est dans le mois du Ramadan, il y a beaucoup de perturbations sur le plan digestif et sur le plan diabète aussi. Et aussi pour la période après Ramadan, où il y aura aussi des perturbations. La glycémie va sûrement être perturbée pendant le premier mois, voire même le premier trimestre, parce que il y aura donc un changement de la diète et puis, donc, vous allez reprendre votre activité et votre sommeil normal. Donc, il y aura beaucoup de changements. Pour cela, on va essayer aujourd'hui de parler des troubles digestifs chez le diabétique, donc de façon très pratique. Comme convenu aussi avec Madame Gougen, pour rendre cette formation plus interactive, donc j'ai mis deux cas cliniques, deux vignettes, et puis il y aura des questions. D'habitude, quand je fais les FMC et les ateliers, donc je fais participer de façon très énergique les participants parce que c'est une meilleure façon donc d'apprendre et c'est plus pédagogique et didactique. Alors, sans trop tarder, on commence par l'équivalent d'un pré-test. Donc, d'habitude, ce que je fais dans les salles, on demande pour voir qu'en est-il des connaissances donc des participants sur le sujet. Alors, vous pouvez répondre soit par micro, soit dans le chat. Alors, pour vous, si je vous pose la question, quelle est la symptomatologie? Quels sont ces signes digestifs? Est-ce que vous connaissez c'est quoi la physiopathologie? Quelle partie du tube digestif, parce qu'on va parler plus spécifiquement aujourd'hui donc de l'atteinte du tube digestif et comment faire le diagnostic et quel est le traitement. Donc, vous pouvez écrire directement sur le chat ou sur les messages. Alors, pour vous, quels sont les symptômes de l'atteinte du tube digestif dans le diabète? Alors, je lis douleur abdominale, vomissement, oui. Vous pouvez écrire donc à l'emporte-pièce, il n'y a pas de problème. Vous pouvez donc participer, oui, c'est ça, mais je vous demanderai le diabète, le médecin généraliste et aussi le spécialiste, mais surtout le généraliste, c'est la pierre angulaire, donc la prise en charge. C'est le premier donc, qui reçoit en général les diabétiques. Diarrhée, constipation, oui, c'est des motifs. Troubles du transit, donc des douleurs abdominales. Euh, je pose la question de façon plus pratique. Un diabétique qui suit chez vous, alors de quel plan digestif? Et est-ce que vous connaissez la physiopathologie? C'est-à-dire toute la difficulté est de relier, cette symptomatologie au diabète. D'accord? Très bien. Donc, je lis traitement érythromycine, peut-être, oui. Et quelle partie du tube digestif? Donc, je vois ici, donc, on va parler donc, du côlon, oui. Aussi, autre atteinte, peut-être. Vous avez vu chez des diabétiques, flatulence, gastroparésie. La gastroparésie, symptôme, donc plénitude abdominale, oui, exactement. Dyskinésie, neuropathie, oui. On avance, oui, a priori. Donc, vous voyez, donc la symptomatologie paraît diverse, mais surtout non spécifique. Donc, mon objectif dans cette présentation, c'est d'essayer donc d'élargir ce panel. D'accord? C'est d'élargir donc ce panel. Oui, il y a une activité parasympathique, mais on va pas. L'RGO, très bien. L'RGO, c'est un très bon motif donc d'atteinte digestive du diabète. Très bien. Pour la première question, je vous remercie. On va avancer. Alors, on va commencer. Je vous ai préparé donc deux cas cliniques. Deux cas cliniques de consultation de routine. D'accord? C'est des patients
qu'on a l'habitude de voir tous les jours en consultation. Monsieur AZ, âgé de 55 ans, qui a un diabète de type 2 depuis 10 ans. D'accord? Ce diabète de type 2, donc ce patient, pardon, il est assuré, il a des ressources financières limitées. D'accord? Il a une rétinopathie diabétique de type débutante. Il n'a pas de maladie cardiovasculaire et il se plaint d'embarras gastrique. En réalité, le diagnostic, c'est le médecin qui le fait, mais le symptôme essentiel était l'embarras gastrique. Alors, on prend un peu l'examen clinique, on retrouve donc globalement une HbA1c à 9%, un profil glycémique, je vais vous étaler juste après cette plaque, une fonction rénale normale, un BMI à 27. Il est actuellement sous metformine, donc 853 comprimés par jour, et ce glyclaside, 1 comprimé par jour. Alors, il vous ramène cette, ce tableau. Alors, vous dites évidemment de mettre, de prendre ces glycémies, vous ramène ce tableau. Alors, évidemment, vous remarquez que donc le patient, euh, il est perturbé. C'est parce que vous pouvez commenter ce tableau, un ou deux commentaires, s'il vous plaît, par rapport au tableau. Alors, qu'est-ce que vous pensez globalement de ce profil glycémique? Vous pouvez participer par le chat ou par le micro. Moi, ça ne me gêne pas, mais par le chat, c'est plus Par le simple. chat, par le chat, Oui, c'est par plus le simple. chat, D'accord. écrivez votre réponse avant qu'il vous montre la réponse. Très Voilà, bien. Voilà. très bien. Très bien. Voilà. Donc, merci, Madame Rougram. Donc, mal équilibré, c'est clair. Donc, diabète déséquilibré, diabète non contrôlé. Très bien. Donc, on est tous d'accord que le patient donc, est déséquilibré et son diabète euh, est, on va dire, ce suivi est insatisfaisant pour le médecin. Très bien. On continue. Très bien. Donc, son médecin décide de le mettre sous insuline. D'accord? Alors, pour lui, euh, le patient, il est, comme j'ai vu ici aussi dans les commentaires, le patient il est déséquilibré. Donc, il décide de le mettre sous insuline mixte 2 fois par jour et il arrête donc le glyclaside. Il lui demande donc de faire une activité régulière. Donc, il aussi prend en compte que les glycémies postprandiales sont élevées. Il prend aussi en compte l'acceptation de la gestion et puis aussi le mode de vie qui est donc assez stable. Très bien. Donc, 3 mois après, pardon, pardon, donc problème technique de seconde. Très bien, très bien. On revient vers le... Très bien. Donc, voilà, donc le patient est mis donc sous insuline 2 fois par jour, 2 fois par jour. Il revient 3 mois après, donc le médecin est rassuré, voilà. Donc il se dit que mon patient était déséquilibré, il n'a pas fait peut-être un régime, il était à 9 d'hémoglobine, glyquée, donc il a tous les éléments, tous les éléments pour dire que le patient est déséquilibré. Malheureusement, le patient revient 3 mois, il vous rapporte que ses inconforts gastriques s'aggrave et qu'il a donc une pesanteur qui devient de plus en plus gênante avec une apparition de vomissements. Vous lui demandez son profil glycémique HbA1c, vous trouvez que le profil glycémique HbA1c sont insatisfaisants. Alors, là est la grande question, et là où je vais vous demander de participer plus énergiquement. Donc, on refait la question. Le patient, il vient avec une HbA1c à 9, un profil complètement donc, désarticulé. Il vient avec un embarras gastrique. Vous jugez qu'il faudrait intensifier, il est sous glucophage et hypoglycémia, ADO. Vous mettez de l'insuline 2 fois par jour et vous demandez au patient de revenir 3 mois. 3 mois après, les signes digestifs sont là et sont plus sévères. Et puis, la glycémie, donc,
elle est toujours pas au top. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous demandez une échographie abdominopelvienne. Pourquoi? Alors, il faut justifier après, c'est essayez de vous mettre dans le bain, on va dire, dans le bain, c'est-à-dire que vous êtes en face du patient et que ce patient, euh, il se plaint et puis il est déséquilibré. Alors, pourquoi l'échographie et quel serait déjà, voilà, inconfort, oui. Première hypothèse, donc inconfort lié au glucophage, oui, peut-être. Vérifier son régime alimentaire, on a déjà pris ça en charge. Donc, le patient, ça, je vous réponds là tout de suite, hein. Donc, le patient, il a un bon régime alimentaire. Donc, il a fait des efforts durant les 3 mois, quand même. Donc, vous vous êtes donné quand même 3 mois. Euh, donc, le patient vous dit de ce côté, soyez rassurés. Donc, il fait son régime. Encore. Alors, déjà, comment vous analysez la situation avant de traiter ou de prendre une décision? Il faut analyser. Alors, est-ce que je suis en échec? Est-ce qu'il y a un autre problème? Est-ce qu'il y a une adhérence? Il y a l'hypothèse de l'inconfort gastrique lié au glucophage, oui, mais cette hypothèse n'est pas très, très probante parce qu'en général, le glucophage, je vous dis que c'est un patient qui a 10 ans de diabète quand même, donc qui a l'habitude de prendre du glucophage. D'accord, c'est pas une prise récente, il n'y a pas de changement de molécule, il n'y a pas de changement de dose. D'accord. Euh, oui, faire participer son épouse, oui, bon. Oui, prend-il d'autres médicaments? Non. Non, oui, mais c'est une très bonne question à poser. Donc, il ne prend pas d'autres médicaments. Une fermentation en hyperlactose? Oui, je ne sais pas. Alors, quelle serait votre conduite à tenir, hormis le régime? Sincèrement, si j'ai un patient, donc j'ai vu qu'il était à 9 d'hémoglobine, 3 mois après, il revient avec 9 d'hémoglobine glyquée sous insuline, changer de traitement, c'est une option. Oui, changer de traitement, c'est une option. Mais avant de changer le traitement, il faut trouver le problème. Alors, sinon, s'il change de traitement, la TSH, oui, c'est une éventualité de penser à une autre maladie qui peut donc perturber le diabète. Mais s'il vous plaît, dans le cas clinique, c'est un cas clinique réel, hein, c'est un patient que je suivais donc en consultation. Il y a le paramètre de l'aggravation des signes digestifs. Moi, je pense qu'il faudrait le prendre en compte pour les intensifier l'insuline. Oui, bon, le stagide, il est déjà sous glucophage, hein, donc à 2,5 grammes, je pense que c'est largement suffisant. Ce ne serait pas donc la solution idoine pour le patient. Encore d'autres, s'il y a d'autres idées à partager avant d'aller dans le laïus. Mise sous stagide, oui, bon, facteur intrinsèque, oui, penser à autre chose, oui, mais là, on a un contexte. Regardez, alors je vous remets la plaque d'avant. Euh, regardez, il vous dit que ces inconforts gastriques s'aggravent, qu'il souffre de pesanteur, d'accord, qui deviennent de plus en plus gênantes. Poser un problème du pancréas, de vésicule biliaire, pourquoi pas. La gastroparésie, peut-être, oui, puisque c'est l'intitulé, ouais. Donc, je demande une glycémie à jeun, azote. Oui, oui, mais le diabète est toujours déséquilibré, donc peut-être à l'origine. Ça, c'est une très, très bonne remarque. Donc, peut-être à l'origine, rechercher une cause infectieuse, il n'y a pas. Moi, je vous dis d'office. Éliminer l'urgence chirurgicale, il n'y a pas d'urgence chirurgicale. Régime sans gluten, fibroscopie, peut-être, c'est une bonne éventualité. Voilà, donc je vais continuer et on va essayer de répondre à ce cas clinique à travers donc, la présentation. Donc ça, c'était mon introduction et mon cas clinique. Fibroscopie, c'est une bonne éventualité. Mais pourquoi la fibroscopie? À la recherche de quoi? Voilà. Anticorps antigliadine, oui, pour la maladie cœliaque, hypoglycémie, je dirais que non. Hospitalisé pour le surveiller, peut-être, peut-être.
peut-être. Mais il faut penser toujours, entre guillemets, quand vous devez hospitaliser un patient, il faut penser toujours à la morbidité, hein, d'accord? Hospitaliser un patient, c'est lourd, hein. Mais peut-être pour faire des examens, oui. Très bien. Tumeur possible, mais on va aller dans le sens de la présentation. Donc, on commence la présentation et je vais éclairer votre lanterne à propos des troubles digestifs. Donc, on a fait le prétexte et l'introduction et le cas clinique. Maintenant, on commence la présentation et je vous demande d'être attentif. Et on va essayer de répondre. Donc, oui, rechercher une gastroparésie, effectivement, de répondre à cette question à la fin de ce laïus. Donc, l'incidence du diabète augmente en Algérie. Ça, donc, on le connaît comme dans le reste du monde. Le reste du monde. Donc, ça va de soi que les signes digestifs augmentent. D'accord? Les complications digestives de la maladie, principalement liées à la neuropathie secondaire, à la microangiopathie. Donc, ça, vous connaissez, mais ce n'est pas suffisant comme physiopathologie. Altère considérablement donc, la qualité de vie du diabétique et participe au déséquilibre glycémique. Elles peuvent toucher l'ensemble du tract digestif. On va aujourd'hui faire un focus sur le tube digestif. D'accord? On va pas se parler parce qu'il faut des heures pour parler des ordres à la teinte, mais on va parler essentiellement sur le tube digestif. Donc, quand je parle d'altération de la qualité de vie, euh, c'est vrai que comparé à l'atteinte vasculaire, au pied diabétique, à l'ischémie silencieuse, on n'est pas dans le pronostic vital, le pronostic fonctionnel. D'accord? Mais on est vraiment dans une altération, un handicap quotidien. D'accord? Si vous voyez des patients qui suivent depuis 10 ans de diabète, ils disent que j'ai des douleurs abdominales 2 fois par semaine. Des fois, j'ai une diarrhée pendant un mois, d'accord? Donc, pour des gens qui sont actifs, même pour les gens qui ne sont pas actifs, donc c'est vraiment, ça dérange. Et puis, on va voir après, ça peut aussi menacer donc, le pronostic vital. Très bien. On avance doucement, mais sûrement. Vous voyez, c'est un tableau. Donc, c'est une étude donc, qui a été faite par M. Bitzer, donc, qui essaie de récapituler un peu ces atteintes digestives au cours du diabète. Et regardez sur la colonne, voilà, je vais mettre avec le, pardon, sur- désolé. Donc, sur la colonne des diabétiques, et donc, il y a 8000 témoins et 400 a priori diabétiques. Donc, 15,6% des patients avaient des diarrhées. D'accord? Donc, les patients diabétiques font 2 fois plus de diarrhée que les témoins. D'accord? Et aussi, regardez la fréquence donc, des symptômes intestinaux, donc jusqu'à 26% des cas. Donc, un cas des patients avaient des troubles digestifs. Voilà. Donc, vous allez me dire pourquoi alors? Eh bien, tout simplement parce que les troubles digestifs sont sous-diagnostiqués. D'accord? Parce qu'on les fait passer dans le compte d'une colopathie fonctionnelle ou sur le compte d'un RGO typique ou d'un problème donc, digestif qui n'a pas de relation avec le diabète. Maintenant, ce schéma donc, résume de façon globale les méfaits, on va dire, de l'hyperglycémie sur donc, le tube digestif. Alors, restez concentrés parce que c'est le schéma. Là, j'ai résumé toute la physiopathologie en ce schéma. Donc, le patient, comme notre patient, monsieur AZ, donc il a une hyperglycémie. D'accord? Alors, cette hyperglycémie, c'est pour ça que je vous ai posé la question dans le prétest, quelles sont ses actions? Elle a des actions qu'on connaît tous sur la microangiopathie. Donc, elles vont engendrer un stress oxydatif, un dysfonctionnement mitochondrial, donc qui va engendrer donc, une neurodégénérescence et une apoptose neuronique. Euh, voilà, donc j'essaie de lire en même temps. Oui, la cirrhose hépatique, c'est après. Donc, cette neurodégénérescence va agir au niveau donc, de 3 axes. Donc, les axes, principaux axes, c'est la neuropathie autonome, la diminution des neurones entériques et la diminution des cellules de Kagel. Donc, il faut savoir qu'il y a comme une interconnexion. D'ailleurs, c'est ce qu'on parle aujourd'hui dans les articles les plus récents dans la littérature. C'est comme si on avait un petit cerveau, excusez-moi du terme, dans le système digestif qui est connecté avec le cerveau, avec le centre, d'accord? Et qui lui envoie des influx la satiété, accélérer le transit ou pas. D'accord? Donc, cette hyperglycémie, elle va entraîner une neurodégénérescence. Donc, il n'y aura pas beaucoup de neurones au niveau donc, du système, on va appeler ça SNE, du système neurologique entérique. D'accord?
Et aussi, elle va agir sur les cellules de Cajal. Ces cellules de Cajal, elles sont considérées comme d'authentiques pacemakers du côlon, d'accord? Comme dans le cœur, donc ça règle donc la fréquence cardiaque. Les cellules de Cajal, au niveau donc, du tube digestif, ils règlent la fréquence, d'accord? Ils règlent donc la fréquence, ils règlent la motilité au niveau de l'intestin. Voilà, ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais ce que tout le monde peut ignorer, c'est l'action directe de l'hyperglycémie sur le cerveau, et hormis cette atteinte, donc, on va dire microangiopathique ou neurodégénérescence, il y a l'action directe sur le cerveau et l'action directe sur le tube digestif, d'accord? Donc, elle va diminuer la contractilité, elle va diminuer donc le transit. En avant, j'essaie d'être le plus clair. Donc, cet impact de l'hyperglycémie, il va agir sur on va agir sur les deux parts du tube digestif. Sur le haut, le tube digestif haut, c'est-à-dire on va parler de l'œsophage et de l'estomac, là, les retentissements seront plus de type équilibre diabétique, d'accord? C'est-à-dire qu'il y aura un problème de vidange, donc un problème du manger. Par contre, l'altération donc du type digestif bas, donc c'est plus l'impact sur la qualité de vie de l'être humain. Là, donc, c'est une image qui vous démontre à gauche donc la quantité neuronale, c'est un sujet normal, et à droite, la perte neuronale empirique au cours du diabète. Donc, c'est comme si l'intestin ou l'estomac devenait insensible aux stimuli. Très bien. Donc maintenant, on a parlé tout à l'heure de trois mécanismes qui contrôlent donc, cette atteinte digestive. Nerveux et atteinte digestive. Donc l'atteinte nerveuse, elle est contrôlée. Il y a trois participants. Donc le réseau neuronal entérique qui est organisé en plexus, donc mi-entérique et sous-muqueux, qui comporte donc des neurones sensoriels moteurs ainsi que des interneurones. Le système nerveux extrinsèque, vous avez si bien parlé donc tout à l'heure de cela, c'est lui qui va connecter le système neuronal entérique. On a deux cerveaux dans le tube digestif et le cerveau, on connaît. D'accord? Donc, il va connecter tout ce qui est donc neuronal au niveau du tube digestif au, évidemment, système nerveux central. Donc, cette atteinte, donc le bon fonctionnement du tube digestif, notamment lors de la prise alimentaire, repose sur les échanges d'informations sensitives et motrices entre le système neuronal entérique et le système nerveux central. Après, souvenez-vous, on a dit ce que donc la plupart des gens ignorent, ou on ne va pas dire ignorer quand même, mais sous-estiment, c'est l'atteinte intestinale propre. Donc, c'est l'augmentation de la perméabilité intestinale, de l'hyperglycémie, l'anomalie du microbiote, les perturbations hormonales. Donc, tout ça, c'est le rôle du mauvais équilibre. Alors, il y a une question. Est-ce que les inconvénients surviennent à long terme? On va répondre à ça donc, au cours c'est une très bonne question. On va répondre à ça donc, au cours du live. Très bien, on avance pour avoir une bonne suite d'idées. Donc, atteinte neurologique ou nerveuse et atteinte digestive. Donc, cette hyperglycémie elle-même, avant l'effet chronique, on va dire, de la microcirculation, elle va avoir des effets sur l'estomac. Donc, elle va agir sur la relaxation phendique, elle va entraîner une tachygastrie, c'est-à-dire une vidange rapide, elle va inhiber la motricité entrale et surtout jouer donc un mauvais tour sur le pylore. Donc, la douleur ulcéreuse peut être masquée dans ce cas-là. Oui, on va voir après quels sont les examens à faire. Il faut toujours évidemment éliminer une pathologie gastrique structurelle. On appelle ça structurelle. Parce qu'ici, on n'a pas d'anomalie structurelle. Regardez, c'est plutôt des anomalies motrices ou neurologiques. D'accord? Donc, retenez bien ce schéma, s'il vous plaît. Relaxation phendique, tachygastrie, inhibition de la motricité entrale et stimulation des contractions pyloriques. Parce que ça va être ça. Donc, la base du traitement. Voilà. Donc, si on résume tout ça, mon patient, AZ, fait une hyperglycémie. Donc, il a des effets moteurs propres. Donc, son estomac va se relaxer plus rapidement. Il y aura un tachygastrie. Il va agir, donc, le pylore va être perturbé, mais aussi, de l'autre côté, stress oxydatif augmenté, neurodégénérescence. Donc, en réalité, c'est un cercle vicieux. D'accord? Donc, le stress, il est augmenté. Ça va donc
agir sur l'estomac, le patient ne va pas bien manger, il va avoir une hyperglycémie, et ainsi de suite. Vous voyez, cette connexion, c'est l'essentiel. C'est ce que je vous demande de retenir. C'est qu'il y a toujours une connexion entre le cerveau et l'estomac. Très bien. Maintenant, on va aller à l'atteinte proprement dite. Donc, les différentes atteintes digestives. D'accord? On va essayer de faire ça de façon schématique et didactique. Donc, organe par organe. D'accord? Tout le long du tube digestif. On commence par l'atteinte digestive haute on va dire la partie la plus intéressante ou euh, la plus fréquente chez les patients, c'est la gastroparésie diabétique. D'accord? Donc, tout le monde en parle, mais est-ce qu'on fait le diagnostic entre nous? Est-ce qu'on a déjà fait le diagnostic de certitude? D'accord? Non. Alors, moi, je vais vous aider à l'individualiser. Donc, elle est présente chez 5 à 12% des patients diabétiques. Déjà, un. Donc, il faudrait la rechercher de façon systématique. 10% ou 20% des patients, ce n'est pas rien du tout. D'accord? Incidence cumulée. Alors, elle est plus fréquente chez les diabétiques de type 1, 5 fois plus que les diabétiques de type 2. D'accord? Voilà, vous voyez, donc chez les individus non diabétiques, on peut avoir logiquement une gastroparésie, mais c'est 10 fois moins que chez le diabétique de type 2 et 50 fois moins que chez le diabétique de type 1. Alors, vous êtes en consultation, évidemment. Vous voulez personnaliser vos patients. Vous êtes en droit. C'est une nouvelle approche du diabète. C'est de personnaliser la prise en charge, c'est vrai. Donc, je vais la rechercher plus chez les patients qui ont donc plus de 10 ans de diabète. D'accord? Aussi, aussi, donc, je vais la rechercher plus chez des patients qui ont une neuropathie, une néphropathie, une rétinopathie. Donc, c'était la question un de nos collègues tout à l'heure dans le chat. Voilà. Vous me dites qu'il y a peut-être 3,5 millions ou 12% ou 15% de diabétiques en Algérie. On ne va pas rechercher un gastroparésie chez tous les patients. Je suis d'accord avec vous, entièrement d'accord. Donc, si j'ai un diabétique de type 1, si j'ai un diabétique de type 2, si j'ai donc un patient qui a plus de 10 ans de diabète ou qui a une atteinte microangiopathique et qui se plaint de signes digestifs, vous êtes dans, on va dire entre guillemets, l'obligation de rechercher cette atteinte digestive liée au diabète. Alors, il y a certaines causes donc, qui peuvent entraîner cette gastroparésie, donc les opioïdes, les anticholinergiques, les rénales aussi, les analogues de GLP et le cannabis. Euh, les analogues de GLP-1, donc, eh ben, c'est le traitement d'actualité, d'accord? Donc, ils sont bientôt vulgarisés en Algérie. Donc, retenez ça. Évidemment, ils agissent donc en inhibant, donc c'est des GLP-1, donc ils vont avoir un problème, un effet secondaire de gastroparésie. Alors, dans cette étude de Monsieur donc Chung, regardez que voilà, ça confirme ce qu'on disait tout à l'heure, que les diabétiques de type 1 faisaient donc beaucoup plus que les diabétiques de type 2. C'est une grande étude, hein, d'accord. Et puis, regardez à côté, j'ai gardé exprès donc ce diagramme. Il faut penser aussi au coût d'accord, l'économie de santé. On fait on a un système algérien qui rembourse, c'est-à-dire que le patient ne ressent pas, le médecin aussi, mais l'État donc ressent ça, d'accord? Donc le coût annuel par malade, regardez la gastropathie diabétique, gastroparésie diabétique, donc est beaucoup plus élevé que celle d'idiopathique. Donc, la morale, c'est qu'il faudrait la prendre en charge avant donc qu'elle soit installée. Très bien. Alors, vous me dites, on veut des choses pratiques. Alors, la pratique, elle est là. Quand est-ce que je dois évoquer la gastroparésie? Il y a des signes directs. Vomissement régulier. Tout à l'heure, lors de prétence, vous avez parlé de vomissement régulier qui soulage un inconfort gastrique. Le patient, voilà, صباح نوض نحس une plénitude, mais dès que je vomis, dès que je me fais vomir, نحس روحي مليح. Ça, c'est un signe. Deuxième signe, c'est la plénitude gastrique. D'accord? يقول لك نحس comme si que je digère mal, les repas stagnent au niveau de mon estomac, et puis نشبع بالخف. D'accord? Ou des nausées, donc une satiété précoce aussi, c'est un signe direct. Le troisième signe direct, c'est le déclenchement ou l'aggravation des symptômes par la prise alimentaire. Donc ça renforce donc la suspicion. Autre signe indirect, vous avez un patient diabétique qui perd du poids, d'accord, et il ne comprend pas pourquoi, d'accord. C'est vrai que devant une perte pondérale,
faut penser à d'autres diagnostics plus graves, c'est clair. Mais s'il n'y a pas d'autres diagnostics, il faut penser à la gastroparésie. Des symptomatologies de reflux mal contrôlé, des difficultés d'équilibre du diabète. D'accord? Très bien. Dans cette étude donc, de monsieur Barucha, vous voyez que déjà 36% chez les patients diabétiques ayant des symptômes digestifs ont donc une vidange qui est ralentie. Donc, on revient vers les symptômes pour récapituler. Alors, j'ai toujours trouble digestif chez les diabétiques à metformine. Eh bien voilà, donc vous avez donc maintenant vous enregistrez votre panel et c'est bien, on apprend tous les jours. Et puis, on essaie de mieux cerner cet indigestif. Alors, autre trouble, donc mauvaise relaxation, trouble sensitif, gastroparésie. Alors, plénitude, pesanteur, nausée. D'accord? Pesanteur, toujours, là, je vous dis comme ça, à B, d'accord? Donc, je sens mon estomac toujours plein. Je ne vide pas mon estomac. 1 heure, 2 heures, 3 heures, mazel. Donc, d'accord. Mazel, encore, il n'y a pas eu de digestion. Très bien. Donc, maintenant, on part au diagnostic. Le diagnostic, il se fait donc de façon, quand on est donc un service et quand on est sûr, quand on a des symptômes, donc il se fait par scintigraphie. D'accord? Voilà. Donc c'est très simple. La scintigraphie gastrique, donc il y a un temps d'élimination donc du bol alimentaire. Si, par exemple, donc la norme, c'est le temps de rétention des solides est de moins de 10% à la quatrième. Donc, si je trouve plus de 10% donc, du bol alimentaire marqué, donc je sais que le médecin de la médecine nucléaire me confirme le fait que donc c'est une gastropathie. Très bien. Donc, regardez ici, la scintigraphie. euh, il faudrait marquer au sélénium et au technicien, il faudrait que j'élimine plus donc de 50% à la première heure pour les liquides et à 2 heures, il faudrait que de mon estomac, il faut qu'il y ait moins de 10% de liquide. Au-delà de ça, donc, on parle d'une gastropathie, d'une gastroparésie, pardon. Il y a aussi donc le test, je ne vais pas vous en prendre avec ça. Pour le diagnostic, le test respiratoire à l'acide donc, octaéonique marqué au carbone 13. Retenez que la scintille, donc c'est l'examen de référence pour les solides et pour les liquides. Voilà, il y a d'autres tests. Donc, le test respiratoire, on a parlé de ça, et les marqueurs radio-opaques qu'on peut mettre, et ils sont simples, mais c'est des tests de débrouillage, d'accord, pour mesurer, on va dire, le transit. Maintenant, donc, la gastroparésie, euh, que faire? D'accord? Que faire? Euh, Là, vous allez me poser une colle, vous me dites, voilà, avec les moyens du bord. Alors, je vais essayer de vous aider. Les premières, donc, évidemment, on est dans le tube digestif, on est dans la gastro, hein. D'accord? Donc, c'est la régulation de la glycémie. D'accord? Voilà, on va revenir au cas clinique de tout à l'heure, à la fin de la session. Donc, premier lieu, je vais donc régler le diabète, s'il vous plaît. C'est pas que la neuropathie. Donc, je vais réguler la glycémie parce que cette glycémie, souvenez-vous, j'insiste, elle a des actions directes sur l'estomac. D'accord? Direct, hyperglycémie. Il est à 2,5, il agit déjà sur l'estomac. D'accord? Donc, je vais réguler cette glycémie et on va voir les médicaments qui semblent être utiles. D'accord? Donc, il n'y a pas beaucoup de niveaux de preuve. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de niveaux de preuve, mais ce qu'on préconise, d'augmenter donc la composante liquide. D'accord? D'éviter les graisses et les fibres, de fractionner les repas 4 à 6 fois par jour et d'éviter évidemment les sodas et l'alcool. Le contrôle de diabète étant un axe essentiel. Pour les médicaments, il y a plusieurs médicaments, et on va dire pharmacologiques évidemment, mais il n'y a pas vraiment d'AML, mais on les utilise. Moi, j'utilise dans ma consultation au détriment de certains effets secondaires, évidemment. Donc, le méthoclopramide, vous connaissez tous, le primpéran, le dompéridone, vous connaissez, l'érythromycine et le prucalopride, donc qui est utilisé en France, mais on peut le ramener. C'est un agoniste de la 5-HT4. D'accord? Tout ça, il faut avoir juste dans la tête qu'il y a des effets secondaires comme les effets extrapyramidaux, donc du méthoclopramide, le primpéran, d'accord? Et l'allongement du QT, souvenez-vous dans la période Covid, quand on utilisait donc les rétromycines et l'azithromycine, donc l'allongement du QT. Parce que là, on va l'utiliser à long terme, donc il faut faire très attention. Après, c'est une étude très intéressante
est récente. Donc, Monsieur Kim a fait. Ah, on va essayer de répondre tout de suite. Les liquides pour hydrater. On parle c'est pas le Brit test, ah, d'accord? C'est pas le Brit test pour la première question. C'est un équivalent, d'accord? Et le liquide pour hydrater, on parle d'alimentation plus liquide, d'accord? Voilà. Après ma foi, donc il faut gérer la gastroparésie, donc selon les symptômes du patient. Je reviens à mon étude qui est très intéressante. Regardez, qui prouve, c'est une méta-analyse évidemment, donc presque la quasi-totalité, les 4 études sur 5 montrent qu'il y a donc une diminution de l'HbA1c par les prokinétiques, d'accord? Donc, ce traitement de la gastroparésie lui-même, ça, sans donc intervention donc, pharmacologique antidiabétique, a pu diminuer donc cette HbA1c. C'est très important, d'accord? Voilà. Entre autres, je vous ai promis tout à l'heure de cette mauvaise nouvelle. Regardez ici, donc la mortalité ou le taux de survie, donc il est nettement diminué chez les patients qui ont donc un temps donc, de vidange supérieur à 200 minutes, c'est-à-dire que chez les patients donc, qui ont une gastropathie diabétique. Très bien. Très bien. Pour la durée, évidemment, c'est la question. Je vais y répondre tout de suite. Donc, autre option médicamenteuse, agoniste des récepteurs 5-HT, donc précalopride, ou le Vélucétrate. Donc, c'est des médicaments donc, qui ont démontré leur efficacité comparée au placebo et des agonistes de la ghréline, d'accord? Donc, le traitement, évidemment, on va l'utiliser de façon intermittente, hein, d'accord? On ne peut pas mettre du motilium de façon continue. On gère donc durant l'année euh, de façon donc, épisodique. D'autres techniques, on va dire plus innovantes et plus efficaces, c'est euh, le pylore. D'accord? Souvenez-vous, tout à l'heure, on parlait donc, de tachygastrrie, d'hyperlaxité et puis aussi de problèmes donc, de motilité du pylore. Alors, il a été, donc, récemment, il y a une dizaine d'années ou avant, été pris comme cible pour le traitement de la gastroparésie, notamment par la technique donc, d'endoflip qui va donc, comment dire ça, prendre, c'est comme une sonde qu'on introduit dans l'estomac au niveau du pylore pour prendre donc les pressions et essayer donc de régler ce problème, d'accord? Parce que cette hypertonie, on va dire ça, donc, du pylore va entraîner ce ralentissement de la vidange et les symptomatologies de la gastroparésie. Par quel geste? Toxine botulique, dilatation, myotomie endoscopique. C'est au chaud. Il y a ce qu'on appelle endoscopique myotomie. C'est une technique donc, c'est une technique donc, qui ressemble un peu à la myotomie au niveau du cardiaque. D'accord? Alors, ce qu'on fait, c'est une permyotomie. On va aller au niveau du pylore et on va donc faire une myotomie de certaines fibres musculaires au niveau du pylore pour le relaxer. Voilà. Ça, c'est juste pour vous, pour votre connaissance générale. Donc, elle a des indications évidemment. Ce n'est pas une technique simple. Elle coûte cher. Donc, gastroparésie, donc malgré un traitement médicamenteux, si cette gastroparésie dure plus de 6 mois, s'il y a une hospitalisation liée à la pathologie, il faut aussi avoir donc, une scintigraphie anormale. Il ne faut pas qu'il y ait aussi donc, des lésions hautes. Donc, une collègue tout à l'heure avait proposé la fibro. Évidemment, la fibro, on l'a fait à double intérêt. Déjà pour voir la stase gastrique, de un, si elle existe, et de deux, pour éliminer d'autres atteintes digestives. D'accord? J'ai mon patient diabétique qui fait des douleurs ulcéreuses. Je fais la fibro aussi pour éliminer un ulcère gastro-duodénal, une tumeur gastrique, autre chose. D'accord? Donc, la fibro fait partie donc, du panel demandé pour la prise en charge de la gastropathie. Voilà. Donc, si cette gastroparésie est développée réfractaire, il y a un énième traitement. Ça, je vous le dis. Donc, c'est la stimulation électrique. Regardez. Donc, on fait comme une mini lap, on place des électrodes 6 à 7 cm du pylore. Voilà, voici donc les détails techniques.
On hospitalise le patient et on va essayer de stimuler, c'est comme un pacemaker, d'accord, de stimuler ce pylore par cet appareil. Voilà, donc on passe au deuxième chapitre, si vous voulez, après donc l'estomac ou la gastroparésie, c'est l'œsophage, d'accord, et diabète. Ça, c'est un problème très récurrent et vous allez me dire, oui, 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 docteur, finalement, on a l'habitude de faire ce genre de symptômes. Donc la dysphagie. Quand un patient diabétique vient pour dysphagie, évidemment, je reviens toujours vers ma médecine, j'élimine tout ce qui est grave, mais je vais penser à l'atteinte digestive type diabète, d'accord? Et aussi la prévalence accrue de reflux. Vous avez tous remarqué évidemment chez les patients qui ont plus de 10 ans de diabète qui font donc beaucoup de reflux donc gastro-œsophagien. Ces symptômes sont liés essentiellement à la durée du diabète. On parle de 10 ans, 8 ans de diabète et à la neuropathie diabétique. D'accord? Donc, regardez dans la motricité œsophagienne, donc plus dans cette étude de M. donc Farage, plus de 50% des patients, moitié des patients, ont une motricité anormale et une vidange gastrique altérée. Les troubles moteurs œsophagiens sont non spécifiques en réalité. Chez un diabétique sur deux décrivant des symptômes orientant vers le tube digestif gros. Donc les contractions sont mal ou non propagées, d'amplitude réduite, parfois répétitive, et un défaut de relaxation du sphincter inférieur de l'œsophage. Cette plaque je l'aime bien. Elle résume carrément donc, les atteintes digestives, les atteintes donc œsophagiennes du diabète. Regardez donc cette hyperglycémie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va donc augmenter l'amplitude des contractions et diminuer la propagation. D'accord? C'est ce qui va donner la sensation de dysphagie chez le patient. D'accord? يقول لك تحصل لي, mais en réalité, c'est un problème qui est moteur dû à son atteinte digestive. La deuxième des choses, aussi, vous allez me dire oui. Alors ça, à chaque fois, ils font la remarque, c'est la pression du sphincter inférieur qui diminue avec une relaxation aussi qui est augmentée. Ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner donc des éructations. Voilà, monsieur, j'ai des éructations depuis une semaine, depuis 10 jours. On part toujours du diabétique à 10 ans de diabète, hein, d'accord? Plus type 1, type 2 avec neuropathie. Donc, oui, donc probablement, il y a une relaxation qui est donc augmentée du sphincter inférieur. D'accord? Donc, ça signe plutôt, ça se manifeste plutôt donc par une éructation. Donc, dysphagie, éructation et reflux. Donc, 14% des diabétiques pratiquement ont un reflux, surtout donc type 2 de plus de 10 ans. Il peut être s'il est associé à la gastroparésie, donc il peut être donc aggravé par ça. D'accord? Alors, j'ai raté la diapo après le traitement. Oui, je peux vous faire plaisir et vous la remettre. Donc, après le traitement, voilà. Beaucoup de diapos après donc, le traitement de la gastroparésie. Voilà, c'est plutôt ça. Donc, on est plutôt dans l'œsophage, hein, d'accord? Vous pouvez poser des questions au fur et à mesure. Moi, ça ne me gêne pas, sincèrement. Mais pour l'œsophage, retenez ça et enregistrez ça. Donc, la prise en charge du RGO et des troubles moteurs d'œsophage chez les diabétiques n'a rien de spécifique. Donc, il faut le traiter donc, comme un RGO. Vous allez me dire, alors, c'est quoi la différence? Eh bien, je vous dis que je sais maintenant que mon patient fait des troubles digestifs liés au diabète. Donc, il va peut-être faire d'autres troubles digestifs qu'il faudrait prendre en charge. Très bien. On continue. Donc, le reflux, les régurgitations, il n'y a pas de différence. Pas aussi donc, pour le pyrosis. Mais regardez cette donc, diapo, plus intéressante. Moi, je suis médecin, donc je prends le patient de façon globale. J'ai une prise en charge holistique du patient. Donc, les patients diabétiques font de façon significative plus d'œsophagite peptique que les patients donc, non diabétiques. D'accord? Qui dit œsophagite peptique dit risque d'endobrachioœsophage et dit risque donc d'adénocarcinome. D'accord? Donc, c'est pour ça donc l'intérêt de traiter et de poser la question aux patients. Alors, si on veut résumer, donc les troubles moteurs œsophagiens, donc les plus fréquents, c'est l'augmentation de la pression intrabolus, les contractions absentes interrompues et des contractions répétées.
moins fréquent, l'achalasie, donc c'est l'équivalent d'une achalasie du cardiaque, les spasmes distaux et l'œsophage hyper contracté. Voilà. Maintenant, dans le pré-test, malheureusement, donc, on n'a pas trop parlé de réponse digestive basse, d'accord? On a parlé d'inconfort, de gastroparésie, d'RGO. Là aussi, donc, c'est un point noir dans la prise en charge du diabétique. On va essayer de le détailler. Alors, la diarrhée, si ça a été cité, la diarrhée, pardon, c'est un vrai problème chez le diabétique, d'accord? Pourquoi? Parce que tout simplement, elle est multifactorielle, d'accord? Déjà, on a cause en rapport avec l'atteinte diabétique digestive. Professeur, pourquoi? On a, Laissez-les oui, répondre. oui, Pourquoi? Pourquoi la diarrhée comment? chez le diabétique, elle est... Voilà, Alors, voilà. pourquoi? Alors, je vais vous répondre. Alors, Non, pas parce vous. que elle... Pas Ah vous. oui, ah, très Eux. bien. Alors, j'enlève Pourquoi? la plaque, voilà. Oui. Alors, Yaya, allez aux au participants, j'ai moins une trop parlé là. réponse. Une réponse. Alors, Glucophage. Allez, qui dit mieux? non. Allez, déshydratation, dénutrition. Non. Alors, je précise la question. Le diabétique, la prise en charge de la diarrhée chez le diabétique, elle est complexe, d'accord? Parce que il y a plusieurs, donc, on va dire, mécanismes ou causes qui peuvent la donner. Donc, alors, quelles sont les causes? La première cause, on a sur une atteinte digestive du diabète, c'est bon. La deuxième cause, pourquoi un diabétique peut faire une diarrhée? C'est vrai. Donc, le glucophage, des troubles, très bien. Du microbiome, oui, très bien. Entéropathie du diabétique, c'est bon, on l'a cité en premier lieu. Z, voilà. Alors, on va répondre à la question. Très bien. Donc, évidemment, merci Madame Gougan pour l'intervention. Donc, les causes en rapport d'atteinte diabétique digestive, ça, c'est le sujet du jour, d'accord? Mais autres causes, évidemment, donc, doivent être évoquées et prises en charge, notamment, vous avez très bien cité la metformine, surtout quand on commence, on est des débuts, un mois, 2 mois, 3 mois de traitement. Et puis, autre origine que le diabète. Par exemple, le cancer colique, faites très attention, d'accord? Mais pour le diabète, il y a aussi, donc, pour les atteintes digestives au cours du diabète, donc, il y a plusieurs causes. Un de vous m'a parlé du microbiome, c'est bien, c'est une des causes. Alors, motricité anormale du grêle. Souvenez-vous, on a des cellules de Cajal. C'est l'équivalent d'un pacemaker. Donc, le pacemaker, il est en panne. Donc, un problème de motricité. Ce que vient de dire le collègue, colonisation bactérienne chronique du grêle, appelée autrement pullulation microbienne, motricité colique anormale, dysfonction du pancréas, anomalie de la sécrétion intestinale. Vous voyez, ce qui rend la prise en charge de la diarrhée difficile aussi chez le diabétique. Très bien. Alors, on commence par la pullulation microbienne. Là, alors, vous demandez des choses pratiques. Alors, je vais vous donner des choses pratiques. Alors, la pullulation microbienne pourrait expliquer éventuellement la diarrhée chronique chez le diabétique. D'accord? Un sur deux. Vous imaginez? Donc, presque 50% des patients ont une pullulation microbienne. Alors, moi, je suis médecin, je suis intelligent, je vais essayer de tenter un traitement. D'accord? Voilà, on va en parler par rapport à ça après. Donc, sa présence n'est pas corrélée à la durée de la maladie. Elle est favorisée par les troubles moteurs du grêle. Évidemment, la stase favorise la pullulation, pas que pour le diabète. Donc, le diagnostic demeure difficile parce qu'il faudrait faire un tubage et des prélèvements, mais, mais on peut traiter. D'accord? On peut traiter, on va voir comment. Je vais être très, très pratique. Regardez cette étude très intéressante de M. Virali Monod, donc, qui démontre que 43% des patients diabétiques avec diarrhée chronique donc, avaient une pullulation. D'accord? C'est difficile de faire le diagnostic microscopique, je parle, parce qu'il faut faire intuber le duodénum, faire des prélèvements, mais on peut faire le test respiratoire à la recherche de production d'hydrogène précoce après charge de glucose qui reste une alternative. Donc, le plus souvent, en réalité, je ne vous cache pas, le diagnostic est envisagé deux principes. Un traitement antibiotique d'épreuve est proposé. Moi, c'est ce que je fais. Sincèrement, c'est ce que je fais. Je me dis, voilà, mon patient souffre de diarrhée, je tente un traitement. 50% de cas, c'est ça, c'est la pullulation, donc je tente un traitement. Quel traitement vous pouvez donner? Donc, il y a plusieurs antibiotiques avec plusieurs posologies. D'accord?
Alors, l'amoxicilline plus l'acide clavulanique, 502 trois fois. Ouais, donc, c'est des petites doses, hein, d'accord? La ciprofloxacine, 252 fois. Ou le métronidazole, 252 fois. D'accord? Le reste, c'est des médicaments qui ont un peu plus d'effets secondaires. Donc, sincèrement, nous, on est plus sur la ciprofloxacine ou sur donc, le métronidazole. D'accord? Combien et comment? Il n'y a pas de consensus. D'accord? Mais c'est une antibiothérapie que vous pouvez donner 7 à 10 jours et que vous pouvez répéter de façon discontinue 5 à 10 jours par mois. Je vous parle d'un patient qui fait des diarrhées tous les jours, d'accord? Un patient qui est vraiment, qui n'arrive pas à aller au travail. Un patient qui est vraiment gêné dans sa vie quotidienne, d'accord? Donc, qui rentre aux toilettes 5 6 fois par jour, d'accord? Donc, ça vaut la peine donc d'essayer. Et si ça ne marche pas, on pense à autre chose. Très bien. Le revers de la médaille, donc c'est la constipation, d'accord? C'est un autre signe. Donc, les patients aussi donc, parlent de constipation. 20, peut-être 40% des cas auraient recours donc au laxatif, pas donc de constipation, auraient recours au laxatif. Donc, les mécanismes, c'est les mêmes, juste l'inverse. Quand on parle de pacemaker ou de relaxation, donc ça peut être dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc, la diminution du réflexe gastrocolique, la diminution du réflexe péristaltique du système neuronal entérique. Donc, l'augmentation de l'amplitude des contractions coliques segmentaires aussi donc, peut donner cette constipation. Toujours, je sais que c'est évident, ça paraît évident, mais il faut toujours équilibrer le diabète. N'oubliez pas l'action directe d'hyperglycémie. Donc, règle hygiéno-diététique, le prucalopride donc, est un médicament qui est utilisé ou les laxatifs usuels. On utilise aussi ces fameux donc, agonistes des 5-HT. Je ne sais pas si je peux me dire le nom commercial, c'est le ponctuel. Donc, on l'utilise donc souvent aussi dans les constipations. Et puis, discuter à partir donc, de la manométrie anorectale. Voilà, donc on est bientôt dans la fin. Alors, on arrive au bout du tube digestif, l'incontinence fécale. D'accord? Euh, je vais être très sincère avec vous, je fais beaucoup de gastro et aussi donc, du diabète dans le service et dans la consultation. C'est pas un motif très fréquent, mais il faut demander aux patients. D'accord? L'incontinence fécale, c'est vrai que les patients se plaignent, mais il faut aller vers le patient et lui demander. D'accord? Ne pas avoir cette timidité mal placée. Donc, il faut toujours demander, monsieur, par rapport à ça. C'est vrai que quand le sujet est incontinent, on vient direct vers vous, mais il faut demander. D'accord? Regardez, donc 10% des diabétiques se plaignent d'une incontinence fécale active ou passive. Donc, une source majeure d'altération, alors je vous dis par là, je vous dessine pas le tableau, c'est une altération majeure donc, de la qualité de vie. La physiopathologie n'est pas claire, mais on sait que, vous voyez donc le schéma que j'ai mis après, que l'hyperglycémie altère le besoin donc d'exonérer et aussi donc la neuropathie augmente donc la sensibilité atteinte des nerfs sphinctériens, oui, entre autres, oui, si vous voulez. Mais alors, pour vous simplifier les choses, et me les simplifier aussi. Donc, j'ai opté pour ce schéma. D'accord? Donc, il faut imaginer que l'hyperglycémie émousse la sensation. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure? Imaginez que le tube digestif a un petit cerveau, donc il communique avec donc, le cerveau, la centrale, il envoie des signaux. Ces signaux sont altérés. D'accord? Donc, elle émousse la sensation de besoin d'exonérer. Donc, donc, il y a une incontinence et donc un besoin d'exonérer des fois donc plus, on va dire, plus accentué. Voilà, pour finir, donc on revient à notre patient. Voilà, et pour clôturer, donc finalement, j'ai pas eu tort de changer de traitement. D'accord. Et, euh, et probablement, mon patient fait une gastroparésie. Donc, euh, et c'était ça le problème. D'accord. Je vous ai dit qu'après le cours, on pourra répondre plus clairement au cas clinique. D'accord. Donc, finalement, ce n'était ni l'insuline, ni la metformine, ni l'observance du patient, ni l'hygiène, ni le régime alimentaire. Mon patient avait une une gastroparésie qui engendrait donc, effet direct, relaxation, diarrhée, donc inconfort, donc il ne mange pas, satiété, il ne mange pas, il a une gastroparésie, il est déséquilibré, et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. Et puis aussi, donc il y avait l'atteinte
parce qu'il avait, souvenez-vous, plus de 10 ans de diabète et une rétinopathie débutante. Donc, il avait déjà un atteinte neurologique ou neuronale, donc du tube digestif. Donc, ce qui expliquait aussi donc, ce déséquilibre. Donc, une information qu'on a peut-être appris. Donc, aujourd'hui, le patient déséquilibré avec des signes digestifs ou pas, il faut aller les rechercher et essayer donc de régler ce problème avant d'aller moduler le traitement. Donc, le patient a reçu des prokinétiques et un régime donc, hygiéno-diététique. Il s'est rééquilibré de façon parfaite, sans changement de traitement. Voilà, donc pour conclure, le message clé, les take-home messages. Donc, l'équilibre glycémique est un objectif thérapeutique majeur pour améliorer l'efficacité de la prise en charge. Ça, je pense qu'on a très bien compris. Les données physiopathologiques les plus récentes mettant en avant le rôle du microbiote et la perméabilité intestinale accrue aux nouvelles cibles thérapeutiques. Donc, le microbiome prend encore une place importante. D'accord? Et puis aussi, euh, je vais répondre à la question, évidemment. Donc, la diarrhée du diabétique est souvent plurifactorielle. D'accord? Un test thérapeutique par antibiotique, moi, je pense qu'il est très intéressant, surtout par rapport aux moyens diagnostiques qu'on a. L'incontinence fécale, que qualifie souvent le patient de diarrhée, est favorisée donc, par des troubles du transit et des troubles de la sensibilité rectale et incontinence anale. Et je vous remercie pour votre attention. J'espère que ce travail l'idée, donc avec Madame Kougam, on a bien réfléchi à ça, vous apportera donc beaucoup de plus dans votre pratique quotidienne surtout, et élargit un peu vos connaissances en matière donc, de diabète et d'atteinte digestive. D'accord? Donc, vous allez voir ça. Pourquoi on a fait ça pendant le carême, pendant le ramadan? Parce qu'après l'Aïd, vous allez avoir beaucoup de troubles digestifs. C'est très habituel chez les diabétiques. Donc, il faut faire la part des choses. Alors maintenant, je vais essayer de répondre aux questions. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir toujours de participer avec Avant vous. de répondre aux Oui. questions, professeur, on vous remercie. Ah, Moi, merci, j'aimerais madame. bien que, après cette présentation et toutes ces explications, que vous donniez aux médecins généralistes en flash des points, des points clés D'accord. à retenir Oui, lors d'une consultation d'un diabétique pour un problème gastrique. très bien, très bien. Oui, donc c'est l'équivalent des take-home messages. Alors, on reprend. Je vais être très, très pratique, d'accord? Très pratique. Un diabétique vient me consulter avec ou sans symptômes. Donc, s'il y a les symptômes, là, les choses sont claires. S'il n'y a pas les symptômes, c'est moi qui vais les rechercher. Parce que lui, en tant que patient, ces signes sont non spécifiques. Il ne va pas vous dire, voilà, monsieur, j'ai une gastroparésie. Ou là, j'ai une diarrhée que je pense qu'elle est liée au diabète. Il ne va pas vous parler. Alors, vous posez la question, vous avez un embarras? Oui, oui. Alors, les aliments, ils cadrent jusqu'à 2 heures. Je me fais vomir, je marche 1 heure, 2 heures de temps, ben ça marche, d'accord? Donc, c'est à moi, c'est le message clé, d'aller vers le patient et le rechercher. Quel patient? Quel patient? Le patient qui a 10 ans de diabète, plus le type 1 que le type 2, et le patient qui a une micro-angiopathie. D'accord? La physiopathologie, on la connaît, on la garde pour nous médecins, mais de façon très pratique, je sais que je dois agir en premier lieu sur l'équilibre de la glycémie. Équilibrer la glycémie, c'est 50% du traitement. Après, évidemment, je ne vais pas vous mentir, il y a des manifestations graves et moins graves. Vous avez remarqué que quand on parle de mortalité, de morbidité, c'est il y a des patients qui font des vomissements quotidiens, on est obligé de les prendre à l'hôpital, d'accord? Mais il y a des patients qui ont des symptômes moins sévères, donc on peut gérer à la consultation. D'accord? Les traitements, c'est les traitements usuels, hormis donc l'antibiothérapie, mais c'est une pathologie donc à prendre de façon chronique. La différence avec les symptomatologies usuelles, c'est pas un problème de RGO parce qu'il a trop mangé ou parce qu'il a passé l'Aïd, il s'est gonflé pendant l'Aïd. Non, c'est une prise en charge donc qui va se faire à long terme. D'accord? Je vais certes donner un traitement séquentiel, mais qui se fait à long terme. Voilà les messages clés que j'aimerais que vous reteniez. C'est des messages très, très pratiques. Hein, d'accord? Euh, donc après, bon, il y avait une question très intéressante.
Je vais essayer de répondre quand même. Je n'ai pas laissé de questions. Euh, donc, trouble microbiome, oui. Les cancers pancréatiques, oui, ça c'est autre chose. Je vous ai dit là, j'ai fait un focus sur le tube digestif parce que j'ai remarqué que c'est le plus fréquent. Mais évidemment, je vous donne une autre manifestation du diabète, c'est la stéatose hépatique. D'accord? La stéatose hépatique, c'est une manifestation digestive et elle est fréquente du diabète. D'accord? Ça rentre carrément dans le cadre du syndrome métabolique, si vous voulez. Alors, le questran dans le traitement, oui, oui, c'est une possibilité, mais il faut penser quand vous donnez le traitement de la diarrhée, comme je vous ai dit, que le patient, vous allez le prendre à long terme, d'accord? Moi, je vais mettre un traitement de façon très pratique, je vais mettre un traitement, un laxatif, pardon, ben, un ralentisseur, mais avant ça, je vais équilibrer le diabète, je vais faire le point sur le diabète. Donc, je me donne les 3 premiers mois pour équilibrer le diabète et voir après la réponse. Si malgré l'équilibre du diabète, mon patient persiste dans les symptômes, ou pardon, les symptômes persistent chez mon patient, là, j'interviens de façon donc, pharmacologique. Très bien. Donc, alors, je vais essayer de lire. Euh, Quel est le rôle de la metformine dans l'aggravation de la neuropathie? Non, la metformine n'aggrave pas la neuropathie. D'accord, bien au contraire. La metformine, c'est un traitement du diabète. Donc, elle est dans le sens contraire. Par contre, je ne sais pas si vous parlez de cette pathologie, ce qu'on appelle le syndrome de non-dissociation. D'accord, ça c'est de la vitamine B12, ça c'est une autre page. Alors, je vous explique ça brièvement, on sort du sujet, mais il n'y a pas de problème. Donc, la vitamine B12, pour qu'elle s'absorbe, il lui faut donc le facteur intrinsèque et certaines molécules comme les IPP, d'accord, l'oméprazole, la metformine, qui peuvent donner un syndrome de non-dissociation de la vitamine B12. Donc, il y aura un déficit en vitamine B12 et des signes neurologiques propres au déficit de la vitamine B12. D'accord? Donc, ce n'est pas une atteinte neurologique engendrée par le diabète, mais plutôt par le syndrome de non-dissociation. Alors, diagnostic différentiel de la gastroparésie liée chez le diabétique et le non-diabète. La diagnostic différentiel, il y a des gastroparésies idiopathiques, hein, d'accord? Moi, je peux faire une gastroparésie et je ne suis pas diabétique. D'accord, j'ai par exemple le cancer de l'estomac, peut faire, d'accord. Certaines infections, des patients post-opérés, d'accord, peuvent faire donc une gastroparésie non diabétique. Très bien. Alors, un patient diabétique qui rapporte des signes digestifs discrets, type plénitude de retard de vidange, est-ce qu'on est en droit de demander? Oui, oui, vous êtes en droit de demander une scintigraphie, c'est clair. Le diagnostic se fait par la scintigraphie. Mais vous, médecin autant que moi, sachez que si c'est des signes mineurs, donc on essaie de les gérer en consultation. D'accord? Moi, je veux juste que vous sachiez que 90%, je dis ça sans statistique, hein, c'est approximatif. Sont des patients donc, qui ont des symptômes mineurs, 10% peuvent nécessiter une hospitalisation. Alors, la place des ultrabiotiques, oui, bon, des ultrabiotiques, oui, un an. Oui, un an, parce que actuellement, le microbiome, comme il a été cité tout à l'heure par deux ou trois collègues, c'est très, très à la mode, d'accord? Voilà, il y a d'autres traitements, les greffes aussi, donc voilà, pour agir sur la flore intestinale. Mais bon, nous, on est plus dans la pullulation, la stase, donc on est plus dans les antibiotiques. Pour la gastroparésie, le traitement, à quelle dose, durée? Donc, oui, répondre à ces questions, mais pas de problème. Donc, ce n'est pas un traitement continu, c'est un traitement séquentiel, d'accord? Les doses, c'est les doses usuelles, hein, d'accord? Donc, c'est les doses usuelles de métoclopramide ou de dompéridone ou de précalopride. Est-ce que la metformine en sachet mieux que la forme comprimée en matière d'inconfort gastrique? Alors, je vais vous donner mon expérience personnelle, hein, d'accord? Je n'ai pas d'études là-dessus. Il y a certaines molécules donc, dont je ne citerai pas le nom commercial, évidemment, je ne peux pas faire de la publicité, mais pour la metformine, des fois, le fait de changer carrément de molécules, ça peut donner moins d'effets secondaires. D'accord? Il y a certaines molécules qui donnent moins d'effets secondaires. C'est la metformine la même, mais certains, on va dire, médicaments qui donnent moins. Après, évidemment, si j'ai un patient qui est tout nouveau, je vais commencer doucement. D'accord? Je vais mettre un peu de metformine au début 502 fois ou 852 fois. Et j'atteins donc après qu'il s'habitue un peu, on va dire, à la molécule. Donc, je vais donner la dose optimale.
Est-ce que cette gastroparésie peut empêcher de rendre l'équilibre glycémique? Est-ce que cette gastroparésie peut empêcher de rendre l'équilibre glycémique malgré un bon traitement? Évidemment, oui, évidemment. C'est l'essence même de cette présentation. C'est que cette gastroparésie, elle a un double effet. C'est un cercle vicieux. Vous dites qu'il faut faire des régimes diététiques. D'accord, mais si le patient est en embarras, comment il va faire le régime? Comment il va faire la répartition des repas? Alors, comment il va manger? Donc, j'ai un embarras, il ne mange pas à 9 heures, il va manger, il va faire son déséquilibre. D'accord? Donc, c'est intriqué, c'est un cercle vicieux. J'équilibre la glycémie, en même temps, je vais équilibrer donc, mes règles hygiéno. Alors, faut-il adapter l'horaire de la prise du traitement? Sincèrement, j'ai pas lu ça. Dans mes lectures, non, j'ai pas lu ça, d'accord? J'ai pas lu ça. Donc, par rapport à ce qu'il faut-il adapter, en général, pour les comprimés, c'est après le repas. C'est l'idéal pour la metformine surtout. Pour l'insuline, évidemment aussi, c'est tributaire des repas. Donc, je pense que non. Donc, selon mes lectures, hein, on n'a pas adapté donc les horaires. Voilà, donc merci. Merci. Évidemment, je reste à votre disposition. Euh, Vous leur donnez la communication? Évidemment, oui, avec plaisir. Je vais Alors, communiquer le support chez Madame Gougam, évidemment. non, non, C'est le... non, maintenant, Ah, on ah, peut le faire maintenant. maintenant. On peut le faire D'accord. maintenant, Sur allez-y le... vers le bas, là où il y a les messages. Hmm. Et je Et partage sur la fenêtre. voilà. D'accord. Il n'y a pas de problème. C'est avec plaisir. Il n'y a pas de problème. Et Merci. je vous remercie, Madame Gougam, Non, pas du sincèrement, tout. C'est moi amplement, qui vous me amplement, remercie et je demande amplement. aux participants d'être indulgents avec nous. Nous faisons ce qu'on peut. Euh, Vraiment, ça, la plateforme devient très importante, mais bon, ça reste. Inch'Allah, Inch'Allah. Il y aura, Inch'Allah, Inch'Allah. Elle Il reste y aura toujours d'actualité dans nos d'actualité. Oui, oui, projets, oui. mais Inch'Allah. Mais nous sommes D'accord. là pour vous, pour le moindre petite remarque, petite parole. Il y aura probablement une formation combinée en présentiel avec vous. Oui, Réfléchissez à... Et j'attends toujours votre fiche technique. Vous ne m'avez pas envoyé les coordonnées si, pour qu'on fasse une petite séance de travail pour la formation. je vous envoyais ce soir. Oui, oui, Et voilà. les trois Et on avec les organise... Vous me trois donnez la date qui avec. vous convient Il n'y a pas de pour problème. se réunir. Et on se voit ici pour élaborer un programme et faire une fiche technique. Très bien, je vous appellerai. Il n'y Et a pas de on va problème. essayer. On s'est entendu de faire ça après le Ramadan, donc il n'y a pas de Après problème. Ramadan, après. Les, Là, ça les, m'a les- que je m'apprends de quel gâteau. Voilà, Je m'apprends. donc, les collègues, ils sont avertis, le professeur Menzo, le cardiologue, et le professeur El néphrologue, on va faire, Inch'Allah, une très, très belle formation Inch'Allah, dans un thème. Inch'Allah. Voilà. Alors,